Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal, dans l'actualité de ce dimanche. Ce lundi 2 octobre 2023 s'ouvre la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Les 255 députés ivoiriens y seront, conformément à l'application de la réforme constitutionnelle de juillet 2023, laquelle réforme instaure une double session au Parlement, celle de demain consacrée à l'examen du budget de l'État et d'autres projets de loi. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales aborde plusieurs thématiques. La souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire est aussi au cœur des discussions. Notre pays dépense l'équivalent de 10% de son budget pour l'importation alimentaire. Le SARA veut inverser la tendance en priorisant certaines entités agricoles clés. Les stratégies d'encensement, l'autosuffisance rizicole sont entre autres des solutions proposées. Et puis en Turquie, une forte explosion a retenti ce dimanche matin à Ankara, la capitale, non loin du Parlement. Selon les médias turcs, des échanges de tirs ont également été entendus dans le quartier. De nombreux véhicules de police et ambulances ont été déployés dans le secteur. Les séparatistes kurdes du PKK ont revendiqué l'attaque. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et quel meilleur choix pour vous informer. Et pour commencer, nous vous donnons lecture de ce communiqué de la présidence de la République à la suite du décès de M. Youssouf Bakayoko. J'ai appris avec grande tristesse le décès de l'ambassadeur Youssouf Bakayoko, ancien président de la commission électorale indépendante, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien député et ancien maire de la commune de Séguéla, décès survenu le samedi 30 septembre 2023 en France. Je salue la mémoire de ce diplomate chevronné et grand serviteur de l'État qui a occupé sa haute responsabilité aussi bien dans l'administration de son pays, la Côte d'Ivoire, qu'à l'étranger. Il a exercé ses fonctions avec compétence, rigueur et abnégation en privilégiant toujours l'intérêt supérieur de la nation. Je voudrais, au nom du gouvernement et à mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues à ses enfants ainsi qu'à la grande famille Bakayoko et toutes les familles alliées. Fait à Abidjan le 1er octobre 2023, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Les 255 députés ivoiriens se réunissent en session ordinaire pour la deuxième fois cette année. Ils examineront le budget de l'État, mais aussi plusieurs autres projets de loi relatifs à la vie de la nation. Cette session, qui s'ouvre ce lundi 2 octobre, est aussi l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale de prononcer un discours. Adama Bictogo se prononcera sur la vie politique, économique et sociale du pays. On en sait un peu plus avec Moussa Konaté. Deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2023. Les 255 élus de la nation sont convoqués à l'hémicycle ce lundi 2 octobre par le président Adama Bictogo. Cette deuxième session, désormais instaurée dans le fonctionnement du Parlement ivoirien, fait suite à l'adoption de la nouvelle réforme constitutionnelle le 25 juillet dernier. La modification comportait dans son article 94 que chaque année, le Parlement se réunit en plein droit en deux sessions ordinaires. La première session de l'Assemblée nationale commence le troisième lundi ouvrable du mois de janvier et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de juin. La deuxième session de l'Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Les députés et sénateurs avaient donc voté à la majorité le texte de la réforme constitutionnelle. Sur la table des députés pour cette deuxième session, 18 textes de loi ainsi que le vote du budget de l'État avec le passage des différents membres du gouvernement devant la Commission des affaires économiques et financières. À cette cérémonie solennelle d'ouverture, le patron de l'hémicycle va prononcer un discours d'orientation. L'allocution du président Adama Bictogo portera sur les activités parlementaires à venir, la vie politique, économique et sociale du pays. La séance va enregistrer la présence d'une délégation du Parlement panafricain en mission en Côte d'Ivoire. Et dans le reste de l'actualité, nous l'annoncions hier, le prix du pétrole et du gazole ont augmenté de 60 francs CFA à la pompe pour ce mois d'octobre 2023. Mais l'augmentation causée par la conjoncture mondiale devrait être maîtrisée dans notre pays. Les transporteurs ont rassuré leurs pairs et l'opinion dans une déclaration. Le coût du transport ne devrait pas changer. Ils sont heureux de ce que l'État tient compte de leurs avis. C'est ce que nous montre Franck Kouadio. Réajustement des prix du super et du gasoil dès ce dimanche 1er octobre. Les acteurs des transports routiers en première ligne, des couches socio-professionnelles impactées, prennent acte et rassurent leurs pairs et l'opinion. Leurs préoccupations ont été prises en compte. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire et les organisations de conducteurs routiers ont porté à l'attention de Monsieur le ministre des Transports un certain nombre de préoccupations qui
si elles sont prises en compte, permettront aux transporteurs de supporter les effets du réajustement des prix du super et du gasoil à la pompe sans les répercuter sur les tarifs de transport. Ces points sont l'application stricte du décret relatif aux contraventions, les amendes qui en découlent et la suppression de la perception de l'amende de 22 500 francs CFA. Le respect des 33 barrages de contrôle routier réglementaires. Des transporteurs qui, après la conférence conjointe des ministres du Commerce, du Pétrole et des Transports, marquent leur position. Nous, transporteurs routiers ivoiriens, reconnaissons et saluons les efforts du gouvernement qui s'est toujours montré attentif à nos secteurs en bloquant les prix du gasoil pendant plusieurs années. Au vu de ce qui précède, les transporteurs routiers prennent acte et invitent l'ensemble des opérateurs du secteur du transport routier à maintenir les tarifs de transport actuellement pratiqués. Le patronat du transport et les entreprises de transport routier sollicitent aussi un cadre de concertation pour un meilleur traitement des questions liées au secteur, et ce en attendant les prochains états généraux des transports routiers. Et surtout, il n'y a pas de panique à avoir après cette augmentation. Les experts des questions pétrolières et énergétiques sont formels sur la question. Cette hausse, elle est faible et cela, toujours selon eux, est à mettre à l'actif de la politique sociale du gouvernement ivoirien. Ils ont d'ailleurs salué les efforts de l'équipe gouvernementale pour préserver le pouvoir d'achat des populations malgré cette conjoncture mondiale et ses effets pervers. Le reportage de Léon Brou. Le monde entier se partage en ce moment seulement 100 millions de barils de pétrole brut par jour, l'équivalent de 75% de la demande mondiale d'énergie. Ce déficit causé par la crise russo-ukrainienne et la forte relance post-Covid des activités économiques et industrielles est creusé par la récente décision de la Russie et de l'Arabie saoudite de réduire de 1 300 000 barils par jour leur production de pétrole brut. C'est un déficit immense que les marchés ne peuvent supporter et qui affole évidemment les places de marché internationales. Du coup, le prix du pétrole brut grimpe et lorsqu'il grimpe, nous assistons vraiment à une tension sur le marché international. C'est une tension qui affecte tous les pays du monde. Tous les pays, ce n'est pas l'apanage d'un gouvernement en particulier. Et donc, cela se ressent immédiatement sur les prix à la vente des produits pétroliers, dont notamment les carburants. Voilà qui explique la hausse du prix du carburant depuis ce dimanche 1er octobre 2023. 875 francs le litre de super et 715 francs le gasoil à la pompe, soit 60 francs CFA, la majoration des anciens prix en Côte d'Ivoire. À la différence de certains autres pays qui ont, eux, appliqué directement la répercussion. C'est-à-dire que le prorata de ce qui a été causé par l'envolée des prix internationaux, ils l'ont directement répercuté sur les produits pétroliers disponibles à la pompe. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pareil. La Côte d'Ivoire adopte un mécanisme d'ajustement. Il s'agit pour l'expert d'un ajustement social, le gouvernement préservant contre ses efforts le pouvoir d'achat des populations. Il convient de reconnaître que dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous sommes dans un ajustement qui est effectivement social et qui n'a rien à voir avec les répercussions qui sont pratiquées dans certains autres pays d'Afrique, où par exemple les répercussions qui ont été récemment enregistrées sont de l'ordre de 25%, alors qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, quand on prend par exemple l'essence qui est passée de 815 francs à 875 francs, nous sommes dans un ajustement d'un ordre nettement inférieur à 8%. Trop tôt pour quantifier les efforts du gouvernement, mais ceux consentis dans le cadre des chocs derniers du pétrole représentent entre 700 et 800 milliards de francs CFA par an.
Et puisque nous parlons de cette hausse du prix du pétrole et du gasoil, le ministère du Commerce a produit un communiqué dont le 23h vous donne lecture à présent. Dans le cadre des concertations entre le gouvernement et les acteurs du transport routier pour réduire l'impact de l'ajustement des prix à la pompe du gasoil et du super, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME porte à la connaissance des opérateurs économiques l'engagement des transporteurs à maintenir les tarifs en vigueur appliqués pour le transport des personnes et des marchandises. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME tient à saluer la solidarité dont ont fait preuve les acteurs du transport routier et la constance de leurs efforts dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Par conséquent, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME rassure les populations que les ajustements tarifaires du carburant n'auront pas d'incidence sur le prix des produits de grande consommation et ne seront pas un prétexte d'une perturbation du marché impliquant des hausses excessives de prix. Par ailleurs, il est rappelé aux opérateurs économiques le principe de l'information préalable et la concertation avant toute révision de prix des denrées de grande consommation en général et en particulier les prix des produits soumis à la réglementation des prix et de la concurrence conformément au décret numéro 2022-167 du 9 mars 2022. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, tout en invitant les populations au signalement de toute hausse de prix, exhorte l'ensemble des acteurs au strict respect de la disposition susmentionnée. Tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Les équipes du ministère en charge du commerce restent mobilisées sur le terrain en vue de lutter contre toute pratique spéculative. Le présent communiqué prend effet à compter de sa date de diffusion. C'est signé Souleymane Diarasouba. Vous ne le saviez peut-être pas, la Côte d'Ivoire dépense l'équivalent de 10% de son budget pour l'importation alimentaire. Le SARA, Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, veut inverser la tendance en priorisant certaines entités agricoles clés. Les stratégies d'ensemencement, l'autosuffisance rizicole sont entre autres des solutions proposées durant le salon. Franck Quadio est allé vérifier si nous pouvons bel et bien changer la donne. Du bon riz au sous-marin offert à la dégustation des visiteurs, du riz produit par de petites mains dans nos champs. Les productions agricoles font vivre 2/3 de la population ivoirienne, mais constituent surtout un maillon important de la souveraineté alimentaire nationale. La question est au centre de ce Sahara 2023. Cet étudiant en agronomie s'y intéresse particulièrement. La Côte d'Ivoire importe environ 50% de sa consommation locale en riz. Donc, ce qui fait qu'on est clairement on n'est pas autosuffisant en riz en fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je pense que le Sahara va permettre de pouvoir ouvrir de nouvelles perspectives en fait sur ça. Le riz, justement. L'État ivoirien a une politique qui commence à prendre forme et l'A de riz est présent sur le site pour répondre aux préoccupations. Le besoin aujourd'hui se chiffre à environ 2 millions de tonnes de riz blanchi par an. Nous ne produisons qu'environ 1 200 000 tonnes. Donc nous avons un gap de moins 800 000 tonnes. C'est vers ça que nous courons. Aujourd'hui, nous exploitons en riz irrigué que 55 000 hectares pour un potentiel de 200 000 hectares. Donc, quand tout ça va rentrer en production, c'est quelque chose qui va aller très vite. Ensuite, ce qu'il manque maintenant, c'est l'argent pour exploiter tout ça. Dans les explications, j'ai compris que l'État même est disposé à accompagner le paysan pour l'accroissement de son business de riz. Voilà, mais je crois que l'information ne passe pas suffisamment. Le riz, mais aussi d'autres denrées dont la production dépend de facteurs tels l'ensemencement. Ces promoteurs proposent des semences hybrides. Une semence qui est productive et puis une semence qui est résistante et ça sort une semence qui est hybride. C'est possible. 1 hectare de pâte noire, vous pouvez avoir 40 à 45 tonnes, à 50 même, aller au-delà de 50 à l'hectare. Voilà. Au lieu de peut-être que 10 tonnes. Une bonne production, mais aussi des bons intrants. La stratégie peut aussi être bio. Le combat de cette entreprise locale spécialisée dans l'agriculture bio. Sécurité alimentaire, notre objet en fait, c'est de faire en sorte que nos terres restent toujours fertiles pour que la production puisse être faite le plus longtemps possible. Le bio qui génère aussi de l'emploi. Porté par le ministère des Ressources halieutiques et soutenu par le Japon,
Le projet de développement des techniques de valorisation des pratiques halieutiques outille ces femmes marailleuses pour la promotion d'aliments bio à base de poissons, le surimi. Il est constitué du surimi même et de tous les légumes du terroir, la tomate, le chou. Une alimentation saine. Et vous savez, aujourd'hui, on est assez stressé. Et l'environnement il est assez pollué. Mais quand il y a une alimentation qui peut nous donner de nous régénérer, mais ça ne peut être que l'aubaine. Bien manger, mais il s'agit aussi de tendre vers des exploitations agricoles plus saines, mais moins expansives. Les forestiers exposent lors de ce Sahara leurs solutions. L'agroforesterie est l'une des solutions aujourd'hui. L'adoption du nouveau code forestier justement fait introduire ces concepts donc agroforestiers. Aujourd'hui, des campagnes de sensibilisation sont menées sur le terrain pour pouvoir justement sensibiliser nos parents donc à cette nouvelle pratique. C'est vraiment pouvoir concilier l'arbre et l'agriculture. L'agriculture africaine face aux défis des chocs internes et externes. Quelles innovations structurelles pour améliorer les secteurs agricoles et la souveraineté alimentaire? Le thème du Sahara 2023. La 6e édition. Sur le plateau du 13h, Hamza Diaby a reçu dans le Dimanche Magazine le commissaire général du Sahara, justement, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, qui est à sa 6e édition. Il se tient du 29 septembre au 8 octobre prochain. Le commissaire Kwasi Kwaku André est venu parler de cet événement qui fait rayonner notre pays au plan international avec ses 400 000 visiteurs attendus cette année. Je vous propose de suivre un extrait de leurs échanges. Ce salon aujourd'hui est une fierté pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région entière. Parce que, on ne le dit pas assez, mais c'est un forum où tous les acteurs agricoles viennent pour s'inspirer des méthodes, viennent pour exposer leur savoir-faire et viennent pour rencontrer d'autres choses, pour améliorer ce qu'ils font déjà. Nous avons aujourd'hui un parc d'exposition qui est sublime. Une beauté, un joyau. Et donc déjà, quand on y va, on voit d'autres choses que ce qu'on voyait. C'est déjà une innovation. En plus, les activités qui s'y tiennent, il y a des ajouts à chaque année. Et cette année, par exemple, nous avons commencé, après la cérémonie d'ouverture, par les assises du Sahara. Les assises du Sahara, c'est rien d'autre qu'un panel de haut niveau. Un panel animé par des ministres d'agriculture, par des experts agricoles de hautes institutions agricoles. Et donc, après ce panel de haut niveau, on a aujourd'hui, pour être conforme à la vision du président de la République, qui a dédié cette année 2023, année de la jeunesse, institué une journée spécialement dédiée à la jeunesse. Donc, il y aura donc une année jeunesse et il y aura la contribution de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Tout pays qui organise un salon ici attend forcément des retombées économiques, mais pas seulement économiques, même touristiques et autres. Mais pour rester sur le plan économique, sachez que déjà en 2015, quand on revenait pour la relance du Sahara, de 38 milliards à 238 milliards en l'espace de 3 éditions. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'il y a un contrat, une convention qui sera signée demain, à hauteur de 300 millions d'euros. Dans un autre chapitre, la ville de Bondoukou tient son université. Le Temple du Savoir, fraîchement bâti par l'État, ouvre officiellement ses portes demain lundi 2 octobre dans le cadre de la rentrée universitaire 2023-2024. En prélude à cette rentrée solennelle, l'heure est aux dernières retouches. Dans la ville, les populations, elles, sont toutes heureuses d'accueillir une université dans leur région et ne manquent pas, vous allez le voir, de rendre hommage au président Alassane Ouattara pour cette action de développement sur place. La correspondance de Herman Yamia. Université de Bondoukou, la dernière née des établissements d'enseignement supérieur public de Côte d'Ivoire, ouvre ses portes ce lundi 2 octobre. À moins de 24 heures de cette rentrée solennelle, les ouvriers sont encore à la tâche pour les dernières retouches sous l'œil vigilant des responsables de l'université. Des coups de balai sont donnés ça et là pour débarrasser les artères de la poussière. Le bâtiment qui abrite la présidence de l'université, l'école d'architecture et d'urbanisme, ainsi que les amphithéâtres et les restaurants entièrement terminés, donnent fière allure. L'université est prête à démarrer ses activités administratives et également ses activités académiques. Ici, nous sommes dans une université qui est prévue être construite en 4 phases.
Nous ne sommes qu'à la première phase qui est capable d'accepter 3000 étudiants avec 1000 lits d'hébergement. Mais à terme, c'est 20 000 étudiants qu'on attend ici, avec 3000 lits. Dans les résidences universitaires, les lits sont déjà installés, tout comme le réfectoire qui est prêt à accueillir les étudiants. Les amphithéâtres et les salles spécialisées ont aussi reçu tous les équipements. Le président de l'université indique que les étudiants pour ce premier contingent seront tous logés dans les résidences universitaires. Les dispositions adéquates ont été déjà prises à cet effet. On n'aura pas ici des étudiants qui vont lutter des bancs. Dans la ville de Bondoukou, élus et cadres, guides traditionnels et religieux, citoyens lambda et élèves sont tous heureux de bénéficier d'une université dans leur région. Pour eux, cette infrastructure universitaire va donner un coup d'accélérateur au développement du district du Zanza. C'est vraiment une satisfaction pour moi et surtout pour nos enfants qui viendront étudier dans cette université. Il y a des bacheliers même qui sont restés dans leur village puisqu'ils n'ont pas de contact ailleurs. Et cette université viendra à résoudre beaucoup de problèmes. Merci au chef de l'État pour l'université de Bondoukou, tant attendue. C'est une université régionale parce que aujourd'hui, Bondoukou, Bouna et Abengro vont se frotter les mains. Nos enfants n'iront plus à Abidjan pour Cambodge, comme on le dit. Pour cette première phase, ce sont 510 étudiants qui seront accueillis dans cette université, qui est un véritable joyau architectural construit sur une superficie de 305 hectares. La fin des travaux est prévue pour le 31 décembre 2023. Rendons-nous à présent dans le septentrion ivoirien pour voir de plus près la cérémonie de passation de charge entre le président sortant du conseil régional, Tiemoko Yade Koulibaly, et Fidel Sarasoro, vainqueur des élections régionales du 2 septembre dans le Poro. C'est le conseil régional de Korogo qui a abrité la cérémonie et c'était le vendredi 29 septembre dernier. Le reportage de Yohami Sissoko. Nouveau président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro est investi dans sa fonction par le préfet de région du Poro, André Ekonou. Il sera épaulé dans sa tâche par 6 adjoints, dont une femme. C'était en présence du ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, des autorités administratives, traditionnelles et des populations qui attendent beaucoup de cette équipe. Nous sommes certains qu'avec le nouveau président, le ministre Sarasoro, nous allons aller plus loin. Parce que connaissant son carnet d'adresse qui est assez fourni et connaissant également sa capacité de résilience et tout le travail qu'il a fait à côté du président, nous avons bon espoir que la région du Poro va se développer davantage. Je l'ai connu, je l'ai côtoyé et je sais que c'est un technocrate. Et je sais que c'est quelqu'un qui est là pour le développement. Nous voulons bien que, avec tout ce qu'il apprend au niveau du cabinet du président de la République, eu égard à toutes ses compétences et qu'il les apporte ici d'abord dans le Poro, voilà, afin que d'autres régions puissent s'en inspirer. Fidel Sarasoro succède à Tiemoko Yade Koulibaly qui ne manque pas de l'encourager à rester au service de la population. Toutes les qualités que nous connaissons nous permettent d'être très fiers et d'être très sécurisés sur les lendemains qui viennent. Le nouveau président du conseil régional du Poro a exprimé ses remerciements au chef de l'État Alassane Ouattara avant de dévoiler ses ambitions. Nous sommes dans une zone de fragilité écologique. Il s'agit pour nous de nous assurer, ou en tout cas de travailler à la restauration et la protection de l'environnement. Nous avons également l'intention de créer un cadre qui favorise l'emploi durable pour les jeunes. Nous nous proposons également de créer un environnement propice à l'épanouissement des femmes. Le bureau du conseil régional du Poro compte 70 conseillers. Fidel Sarasoro a été élu avec 95,78% des voix lors des élections régionales du 2 septembre dernier. Le clou de la cérémonie d'installation, un concert offert dans la soirée par Fidel Sarasoro et Lassina Ouattara, le député maire de Korogo. Un moment de réjouissance et de cohésion. Merci à la population du Poro, merci à Korogo. C'est un sentiment de gratitude, un sentiment de remerciement, un sentiment de reconnaissance que nous avons envers vous.
Ce moment de communion a été fort apprécié des populations. Le concert était extraordinaire, à l'ampleur et à la grandeur du peuple. On est content et maintenant on va se mettre au travail comme le ministre a dit. Le concert était vraiment super, on s'est bien éclaté. Il y avait les feux d'artifice, moi j'ai adoré cette partie. L'ambiance est conviviale et c'est ce que nous souhaitons pour la ville. Que tous les fils et filles de la région se mettent ensemble un soir pour communier. J'ai aimé Ariel d'abord, et puis Rosélie Layo, et puis Ismaël Isaac aussi. Ismaël Isaac, Roselyne Layo, Ariel Chené et bien d'autres ont fait la fête avec la population du Poro jusqu'au petit matin. Dans la région des Grands Points également, le nouveau bureau du conseil régional a été installé et si Esmel Emmanuel et ses membres ont été officiellement installés dans les locaux du conseil régional à Dabou. La cérémonie s'est déroulée en présence du préfet de région, préfet du département de Dabou, suivant le compte rendu. C'est par un vote à main levée que les membres du conseil régional des Grands Ponts ont plébiscité leur nouveau président. Essis Esmel Emmanuel a bénéficié à l'issue du scrutin régional du 2 septembre dernier de la confiance des électeurs des 3 départements des Grands Ponts pour un mandat de 5 ans au service du développement de leur région. Une mission qu'il entend accomplir pleinement avec l'appui des élus et cadres des Grands Ponts. Notre priorité, c'est de remettre tout le monde ensemble. Nous avons été aux élections, beaucoup de choses sont faites, beaucoup de choses sont dites. Aujourd'hui, nous sommes au rassemblement des fils et des filles des Grands Ponts pour travailler pour cette région qui a besoin de développement. Le préfet de région des Grands Ponts, préfet du département de Dabou, Nzi Kangarimi, a salué l'esprit de démocratie et de paix qui a prévalu dans la région lors des élections municipales et régionales dernières. Il a exhorté le nouveau président du conseil régional et ses conseillers à travailler avec acharnement pour le développement harmonieux des 3 départements des Grands Ponts. J'ai insisté pour dire au président du conseil régional vraiment de redimensionner le statut de Dabou. Dabou a un retard dans l'urbanisation, dans les équipements sociaux collectifs. Le nouveau président du conseil régional des Grands Ponts, Essis Esmel Emmanuel, a désigné à cette occasion ses 4 vice-présidents du conseil régional avec pour premier vice-président Serge Martial Bombo de Grand Laou, par ailleurs secrétaire national adjoint en charge de l'Institut politique du RHDP. Ces commandos vont se mettre à la tâche pour donner un nouveau souffle du développement à leur région pour les 5 prochaines années. Patricia Omouetia au commentaire de ce reportage. Nous la retrouverons justement encore une fois à Ara, où la mairie a procédé récemment à l'installation des conseillers municipaux. C'est le préfet du département d'Ara qui les a officiellement investis de leur nouvelle mission. La cérémonie, elle, s'est déroulée en présence des chefs traditionnels. 33 conseillers municipaux de la commune d'Ara viennent d'être installés par le préfet du département. Ils ont désormais à charge les affaires de la commune, notamment voter le budget, gérer le patrimoine, une mission qu'ils accomplissent depuis les 5 dernières années. Merci aux membres du conseil municipal de 2018 à 2023. Dis merci au conseil municipal de 2023-2028 qui vient de s'installer pour les efforts, l'engagement et l'accompagnement dans la mission qui nous a été confiée par nos parents. Nos mamans, nos sœurs, nos filles qui se sont engagées comme une seule femme depuis 2018 à nos côtés pour faire de la commune d'Ara une belle commune, une commune enviée. Le préfet du département d'Ara exhorte l'équipe à travailler résolument pour le développement économique de la commune. Je demande à toute l'équipe municipale d'être solidaire. Parce que le bilan, à la fin, est le bilan non pas seulement de Madame le maire, mais de vous tous. Non seulement la solidarité, mais la loyauté. Les conseillers municipaux ont pour mission de travailler avec le maire pour la bonne marche des activités de la commune et sont appelés aussi à élire ou désigner des représentants dans les instances intercommunales.
En religion, l'Église catholique consacre la Côte d'Ivoire à la Vierge Marie. C'était ce samedi 30 septembre 2023. Cette troisième consécration de la Côte d'Ivoire s'est déroulée au cours d'une prière simultanément organisée dans les différents sanctuaires du pays, notamment le sanctuaire marial d'Abidjan, Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce d'Abidjan à Tekoubé, le sanctuaire marial Notre-Dame de la Garde de Bonois, le sanctuaire marial Notre-Dame de la Délivrance d'Issia, le sanctuaire de la Divine Miséricorde de Razierte, au sanctuaire marial national, c'est Monseigneur Tadé Seka, représentant le cardinal Jean-Pierre Coutois qui a présidé la prière de consécration. L'objectif de ce grand rassemblement spirituel est de demander et de confier à la Vierge Marie son intercession pour la paix dans notre pays et tous ses habitants, sur la paix en Afrique et dans le monde. Notons que la Côte d'Ivoire a été officiellement consacrée à la Vierge Marie pour la première fois par le Saint Pape Jean-Paul II en 1980 lors de sa première visite. La deuxième consécration a eu lieu le 10 septembre 1990 lors de l'inauguration de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Dans l'actualité sportive, c'est une bonne nouvelle. La SEC Mimosa s'est qualifiée pour la phase de poule de la Ligue des champions CAF. Au stade de la Paix de Bouaké, les jaunes et noirs ont battu les Libyens de Al-Ali Benghazi sur le score de 2-1. À l'aller, les deux équipes se sont quittées sur le score de 0 but partout. Depuis 2019, aucune équipe ivoirienne n'avait accédé à la phase de poule de la Ligue des champions. Et comme nous sommes dimanche, voyons ce qui a fait l'essentiel de l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde. C'est dans le 7 sur 7. Les autorités en charge de la transition au Mali ont annoncé le report de l'élection présidentielle de février 2024. Ils accusent une entreprise française de conserver une base de données nécessaire à l'organisation du scrutin. Bamako a une dette de plus de 5 milliards de francs CFA auprès de cette entreprise qui attendrait d'être réglée avant de finaliser le transfert. Dans la région d'Odessa, 26 drones russes ont été abattus par l'armée de l'air ukrainienne. Ce sont 38 drones Shahed de fabrication iranienne qui avaient été lancés au cours de la nuit. L'assaut a notamment visé le port d'Ismaïl. Au Burkina Faso, une tentative de coup d'État a été déjouée ce mercredi. C'est à la télévision nationale que l'information a été donnée. Le lendemain, le parquet militaire a indiqué avoir ouvert une enquête sur la base de dénonciation faisant état de complot contre la sûreté de l'État. L'Italie veut renforcer les contrôles sur les mineurs étrangers non accompagnés. Désormais, ceux qui seront incapables de prouver leur âge réel seront soumis à des tests médicaux et anthropologiques. Si ces tests ne confirment pas qu'ils sont mineurs, ils seront expulsés. L'épouse de l'ancien président Ali Bongo a été inculpée. Après une audience par un juge d'instruction, Sylvia Bongo est assignée à résidence pour blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux. Au Zimbabwe, au moins 9 mineurs ont été tués. C'était lors de l'effondrement d'une mine d'or près de Chegutu, à 120 km à l'ouest d'Harare. Le ministre des Mines a confirmé que 21 mineurs avaient échappé à la catastrophe. Ce dimanche, une forte explosion a retenti dans la capitale turque, Ankara. C'était à proximité du Parlement qui devait ouvrir sa nouvelle session de travail. Selon les médias turcs, des échanges de tirs ont également été entendus. Le ministre de l'Intérieur a dénoncé un attentat terroriste. Ali Yerlikaya indique sur son compte Twitter devenu X que l'un des terroristes est fait exploser et l'autre a été neutralisé. Nous sommes au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée sur RTI 1.